maintenant, mais je crois que ça a été fait, franchement. Et donc chacune de ces approches que je viens de citer, en gros, découle d'un élargissement du concept, de la conception de la santé publique. Mais chacune a également ses angles morts, hein. J'ai parlé de l'approche One Health, qui est une approche très écologique, mais qui néglige peut-être un peu les aspects toxicaux, que prend plus en compte l'approche, santé environnementale. L'approche santé mondiale, elle, vise bien à connecter un peu la santé dans toutes les dimensions, enfin sur tous les continents, mais on va dire fait parfois un peu, l'impasse, elle, sur des questions liées au réchauffement climatique ou aux changements mondiaux. Et donc c'est justement, ce rôle que se propose, l'approche de la santé planétaire d'englober toutes ces différentes approches, hein, de les connecter entre elles. Et donc ce champ de la santé planétaire, il a émergé il y a quelques années, autour des années 2015, par, la création d'une commission scientifique spécifique et la parution d'un journal dédié, donc la collection du Planetary Health du journal Lancet, voilà, très réputé journal Lancet. Et en France, il s'est structuré autour donc d'une alliance santé planétaire en France, qui fait plus ou moins office de société savante, hein, qui a le statut d'association, voilà, qui se veut la société savante de ce domaine-là et qui est reliée à cette Planetary Health Network, qui est son pendant à l'échelle internationale. Et donc justement, cette branche française de l'Alliance planétaire, la science santé planétaire, s'est structurée il y a peu et a été cofondée par Annelise Depoux, qu'on va écouter aujourd'hui. Et donc cette approche de santé planétaire, Annelise l'introduira un peu plus dans son intervention. Mais donc pour présentation d'Annelise, donc Annelise Depoux est directrice du centre Virchow-Villermé de santé publique, le centre Paris-Berlin, donc un centre situé sur les deux institutions, enfin qui a été fondé à l'occasion de l'anniversaire de la coopération franco-allemande, si je ne me trompe pas, et donc qui a un pied à Paris, un pied à Berlin, donc un centre franco-allemand. Et Annelise est également docteur en sciences de la communication et s'intéresse aux enjeux de communication en lien avec les questions de santé planétaire et de réchauffement climatique. Euh, et donc, aujourd'hui, Annelise va traiter dans son propos un point qui résonne assez fortement avec l'actualité d'aujourd'hui, car vous le savez sans doute, hein, on est aujourd'hui à la veille d'une vague de chaleur, ou plutôt d'une plume de chaleur, hein, selon le phénomène météorologique, hein. Ne me demandez pas pourquoi, mais les météorologues appellent ça une plume de chaleur et pas un dôme de chaleur. Donc un événement de chaleur extrême qui sera sans doute, d'après les projections, un des plus précoces et un des plus intenses peut-être, hein, que la France ait connu pour un mois de juin. Et il est clair, hein, on le sait, hein, que ces événements de chaleur extrême, ces vagues de chaleur, augmentent en intensité, augmentent en fréquence, augmentent en durée, avec le phénomène de réchauffement climatique. Là, le lien est fait et est très net. Et donc, aujourd'hui, ça vient vraiment questionner ce point, je trouve. Enfin, cette actualité météorologique vient questionner ce point qui concerne l'action climatique, ou plutôt le manque d'action climatique, hein. Le fait que depuis de nombreuses années, on a tous les éléments pour mesurer, évaluer, quantifier les risques liés au phénomène climatique, et pour autant, l'action ne suit pas. Et ça, c'est une question qui nous touche tout particulièrement, je pense, et qui, d'une certaine façon, vient même questionner un peu le sens de nos métiers, hein, parce que on est là entre chercheurs, jeunes chercheurs de l'EDSMI, jeunes chercheuses, jeunes chercheurs, hein, qui produisons des connaissances, mais également aussi des enseignants, des enseignantes, des futurs enseignants, qui transmettons ces connaissances. Et prendre en compte le fait que produire, transmettre ces connaissances ne suffit pas à motiver l'action, c'est quelque chose qui vient vraiment challenger nos métiers, je trouve. Et pour éclairer ce point, donc Annelise se propose d'explorer un concept qui est écrit de longue date dans le domaine de la médecine, celui de la praxie, pour voir un peu ce qu'il peut nous dire justement de ce fossé entre la connaissance et l'action, qui est vraiment très net dans le domaine de l'action climatique. Et bien du coup, Annelise, je te laisse la parole. Je voulais juste préciser donc que s'il y a des questions, je vous propose de les mettre dans le chat. Si ce sont des questions de clarification, je me permettrai de les transmettre à Annelise. Et sinon, on aura le temps pour la discussion et les approfondissements voilà, en fin de ce séminaire qui devrait se terminer vers enfin, voilà, on aura 10-15 minutes en fin de séminaire pour les discussions avant la fin prévue autour de 11 heures. Et merci beaucoup. Et donc, Annelise, la parole est à toi. Merci beaucoup, Camille. Bonjour à tous. Je veux d'abord évidemment te remercier de m'avoir invité à introduire cette journée de formation doctorale sur le thème donc, de la santé planétaire. Alors c'est vrai que la santé planétaire est un concept que j'ai investi depuis quelques années dans le cadre de mes activités à l'Université Paris-Cité, donc que ce soit dans le cadre du centre Virchow-Villermé ou de mes activités au sein du Centre des politiques de la Terre, mais aussi, comme tu l'as dit, de l'Alliance
santé planétaire. L'actualité est malheureusement bien ajustée en fait à cette présentation, donc avec l'annonce d'un épisode caniculaire cette semaine. Et donc nous faisons l'expérience de manière de plus en plus fréquente et de manière de plus en plus intense de ce type d'événements liés au réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, je vais m'attacher donc à mettre en évidence notre apraxie climatique, c'est-à-dire le principe selon lequel nous sommes conscients des changements environnementaux qui opèrent et nous affectent, mais sommes toujours dans l'incapacité d'agir. Alors, ces épisodes ont évidemment des conséquences sur notre santé et c'est bien l'activité humaine qui a accéléré ce phénomène, nous faisant entrer dans l'anthropocène. Alors, une manière de se saisir de la question de la santé dans l'anthropocène et de suivre l'approche Planetary Health, donc, que l'on traduit communément par santé planétaire. Et donc, je vais dire quelques mots de ce concept avant de commencer sur cette question de la praxis. Donc, voilà. La pandémie, donc, la pandémie du Covid a accru évidemment la sensibilisation de la population à l'interdépendance des humains, des animaux et de l'environnement, et a encore souligné l'importance de comprendre ces liens. Aujourd'hui, on sait que 60% de toutes les maladies infectieuses chez l'homme nous parviennent par l'intermédiaire des animaux, donc ce qu'on appelle des zoonoses. De plus, 75% de toutes les maladies infectieuses émergentes sont également des zoonoses. Alors, comment est-ce que ça procède en fait? L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a été le résultat de pertes forestières qui ont entraîné des contacts plus étroits entre la faune sauvage et les établissements humains. L'émergence de la grippe aviaire a été liée à l'élevage intensif de volailles. Le virus Nipah a été lié est lié à l'intensification de l'élevage intensif, de l'élevage de porcs et de la production de fruits en Malaisie. Donc, on voit que l'interaction en fait, de l'homme ou du bétail avec la faune sauvage les expose au risque de propagation d'agents pathogènes potentiels. Pour de nombreuses zoonoses, le bétail sert de pont épidémiologique entre les infections de la faune et de l'homme. Donc, les facteurs d'émergence de zoonoses sont des changements dans l'environnement, généralement le résultat d'activités humaines, allant du changement d'utilisation des terres au changement climatique. Les virus, par exemple, associés aux chauves-souris, sont apparus en raison de la perte de l'habitat des chauves-souris due à la déforestation ou à l'expansion agricole. Et on sait que les chauves-souris jouent un rôle important dans les écosystèmes, étant des pollinisateurs nocturnes et en se nourrissant d'insectes. Alors, pour se saisir de la question en fait, de la santé dans l'anthropocène et donc du cas de ces zoonoses qui en sont très caractéristiques, plusieurs approches holistiques et interdisciplinaires existent. Trois concepts ont émergé dans ces dernières années donc dans la sphère académique et scientifique, One Health, EcoHealth et Planetary Health. Excuse-moi, je me permets de t'interrompre. Est-ce que tu peux réussir à grossir un petit peu tes diapos? On a plusieurs demandes là-dessus. Alors, peut-être juste réduire le volet de gauche. Sinon, je vais passer en plein écran. Ouais, si tu peux passer en plein écran. Je vais passer en plein écran et puis je ferai le cas échéant qu'on reviendrait en avant. Voilà. Super, donc, quelqu'un qui approche, je dirais, ces concepts de l'extérieur peut facilement percevoir ces concepts, pourrait
percevoir ces concepts comme relativement synonymes, car ils se fondent tous, je dirais, sur l'interdépendance des humains, des animaux et de l'environnement. Dès le début des années 2000, l'approche One Health en fait, émerge pour proposer une approche intégrée, systémique de la santé publique, animale et environnementale. Alors, je vais proposer ici une perspective historique assez rapide, mais pour saisir l'intérêt en fait de la démarche santé planétaire. L'idée que nos corps et notre santé sont intriqués en fait avec leur environnement socio-matériel, elle remonte très loin. Alors, si l'utilisation du terme environnement remonte principalement au XIXe siècle dans diverses langues, et notamment pour décrire ce qui entoure un être vivant, la manière en fait, d'envisager les altérations de notre corps comme résultant des changements environnementaux fait partie intégrante en fait, de la médecine prémoderne. On peut situer cela à Hippocrate dans son traité Les airs, les eaux et les lieux, 4 siècles avant Jésus-Christ. Donc, en considérant les pathologies comme les expressions des déséquilibres de l'organisme en interaction avec son environnement, la médecine hippocratique en fait, porte donc déjà une attention particulière à l'interrelation de l'être humain à son environnement et aux manières dont cette articulation peut être continuellement faite et défaite tout au long de l'histoire individuelle ou collective. Les enjeux environnementaux liés à la santé sont par ailleurs, là je parle plutôt dans le contexte contemporain, indissociables en fait, des processus économiques, sociaux et culturels qui les induisent et ou qui les empêchent. Alors, des processus sociaux comme les inégalités, la corruption et l'accumulation de richesses se sont avérés responsables de certaines menaces environnementales et affectés dans le même temps la santé individuelle et collective. En conséquence, en fait, repenser la définition de la santé nécessite également d'adopter une nouvelle perspective pour englober les différents enjeux et besoins de santé. Alors, c'est ce que le concept de santé planétaire propose, et un petit peu à la différence justement du concept de One Health et EcoHealth. C'est ce que la figure en fait de droite synthétise en fait. Le concept de planetary health s'est imposé, donc comme tu le disais Kevin, ces dernières années comme une alternative au concept One Health et EcoHealth. Donc en 2015, la Fondation Rockefeller et la revue médicale The Lancet ont proposé d'adopter le concept de santé planétaire pour désigner le plus haut niveau de santé humaine pouvant être atteint sans mettre en péril les systèmes naturels de la Terre. L'idée voilà, est de trouver aussi des solutions. Mais cette approche, elle met l'accent aussi sur la recherche de solutions à mettre en œuvre pour préserver la santé humaine. On voit bien sur cette figure la diversité de ces interrelations. Ici, il est question aussi des sols, de l'eau, du climat, l'agriculture, mais aussi de l'économie, des équipements urbains, des enjeux politiques, industriels, la question aussi des migrations est figurée sur cette représentation. Les résultats en fait, scientifiques montrent que les modes de vie modernes qui contribuent le plus à l'environnement anthropique sont aussi parmi ceux directement liés à la prévalence croissante des maladies non transmissibles. Pour exemple, en fait, l'urbanisme centré sur la voiture ou la mondialisation économique ont un impact sur la pollution de l'air ou encore sur notre consommation, notre alimentation, conjuguée en fait à des modes de vie sédentaires, va augmenter à son tour les risques de maladies respiratoires, de diabète ou de maladies cardiovasculaires.
Les maladies chroniques inflammatoires ou allergiques sont connues aussi pour être associées à une dégradation de la biodiversité. Et la santé mentale pourrait aussi, être aussi, je dirais, affectée par un contact limité avec la nature. Donc, on voit bien à travers ces différents enjeux qu'il y a une interrelation très complexe. Et le concept de santé planétaire met au cœur de son approche la santé humaine, en pensant ces différents enjeux partant des limites planétaires, physiques et biologiques. Alors, puisque nous allons ensuite parler de notre apraxie climatique, je vous propose de présenter de manière très synthétique quelques impacts sanitaires significatifs liés à la hausse des températures. Donc, depuis le début de l'ère industrielle, les activités humaines ont entraîné une augmentation significative de la concentration de gaz à effet de serre. En particulier donc le CO2. Je ne vais pas m'étendre en fait sur le principe général, mais l'accumulation de ces gaz est responsable du réchauffement climatique qui provoque à son tour une intensification des événements climatiques extrêmes, une élévation du niveau de la mer, le réchauffement et l'acidification des océans, la réduction de la biodiversité. Donc ces déséquilibres du système climatique impactent la santé des populations de façon directe, d'une part à travers la hausse des températures et la multiplication des événements climatiques extrêmes, mais surtout de façon indirecte, via, par exemple, leurs effets sur les systèmes naturels. Donc, ça, c'est la pollution de l'air, la raréfaction des ressources en eau, l'exacerbation de l'insécurité alimentaire, la modification des ressources en eau et la distribution des vecteurs et des pathogènes. Et d'autre part, par leurs effets sur les déterminants socio-économiques, ce qui est représenté à droite ici de cette figure, la limitation de l'accès aux soins, l'exacerbation de conflits géopolitiques, les migrations forcées de population. Alors ces impacts se traduisent par une augmentation de la mortalité cardiovasculaire, une exacerbation de pathologies respiratoires, asthme, allergie, etc., une augmentation du risque d'insuffisance rénale chez certaines populations, notamment les personnes âgées pendant les fortes canicules, une modification de l'épidémiologie des maladies zoonotiques et à transmission vectorielle, la dengue, le chikungunya, le paludisme, la maladie de Lyme, etc. Et une augmentation du risque de maladies, des maladies à transmission hydrique, qui a des effets négatifs sur la santé des individus. Et puis, évidemment, la santé mentale. Là, on connaît une accélération aussi de ces symptômes dans plusieurs niveaux de la population. Cette figure ici, elle m'a paru intéressante en fait, puisqu'elle présente une modélisation des effets sur la santé humaine liés à la température, avec une figuration de l'augmentation de température à plus 1,5 degré et une autre à 4 degrés, donc sur différentes périodes de temps. Et ça permet, ce type de figuration, je trouve, a une vertu aussi intéressante pour se figurer la force en fait des impacts auxquels on doit maintenant se préparer. Alors dans l'approche santé planétaire, l'approche santé planétaire est apparue aussi comme un moyen de sensibiliser
de discuter et de trouver des solutions concernant les impacts sur la santé des populations. Et donc, voilà, cette approche-là, elle a été vraiment conçue aussi dans ce souci-là, de jouer un rôle dans la décision politique et d'investir la sphère publique. Et on voit ici, dans cette représentation, que la communication, donc en point 5, joue ici un rôle important, en tout cas est désignée comme un défi dans le cadre de ces enjeux. Alors, on a aujourd'hui, donc, comme le rappelait Kevin, l'essentiel des informations à disposition qui nous permettraient d'agir face au changement climatique. Et pourtant, ces informations ne débouchent pas sur l'action qu'elles devraient induire. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de forger ici le concept d'apraxie, dérivé de la médecine, pour essayer en tout cas de mettre en lumière les problèmes de la communication sur le climat. Ma discipline d'origine, en fait, ce sont les sciences de l'information et de la communication. Et pour utiliser une métaphore médicale, je dirais que ma discipline ausculte les troubles de la communication. Et je vous propose donc, à présent de traiter notre apraxie climatique, pourrait se résumer à cette formule: être conscient ou être averti, mais incapable d'agir. J'espère, quelque part, essayer d'établir le diagnostic de notre apraxie contemporaine et d'envisager quelques modalités pragmatiques. Alors donc, dans la suite de cette intervention, je voudrais d'abord montrer l'importance des questions de communication comme enjeu dans le cadre du changement climatique. Ensuite, je vais chercher à expliquer ce paradoxe en fait apparent d'apraxie climatique. Et puis je vais essayer d'apporter des réponses qui peuvent nous aider à avancer. Pour cela, je vais proposer 2 pistes. D'abord, l'importance de souligner les co-bénéfices de l'action climatique pour la santé, puis de réfléchir en fait aux enseignements que l'on peut tirer de nos réponses au Covid-19. La question de la perception, les barrières psychologiques sont des sujets cruciaux en fait pour communiquer la science du climat. La compréhension du phénomène complexe du changement climatique ne peut se limiter en fait à des chiffres, des statistiques ou des modèles mathématiques. Donc, pour comprendre et interpréter les multiples significations du changement climatique d'origine physique, il faut aussi recourir aux manières dont ce changement est décrit, je dirais, par des mots. Et ceci se justifie par le fait que la communication, par le fait que le changement climatique, en fait, est passé d'un phénomène essentiellement physique et environnemental à un phénomène social, économique, politique, éthique, culturel et communicationnel. Alors, du point de vue des sciences sociales, il est intéressant d'étudier comment les connaissances sur le changement climatique sont communiquées et traduites dans un discours qui est devenu de plus en plus argumentatif, dialogique ou interactif et orienté vers l'action. Les débats sont passés d'une préoccupation sur les causes du phénomène, traitant de la question de l'influence des activités humaines sur les cycles naturels du climat, à une insistance sur l'action et les solutions du problème. Cette injonction à agir se traduit dans l'espace public, notamment lors des marches pour le climat. Et donc, je dirais ce glissement que je viens d'indiquer, en fait, on l'a mesuré à travers des études qualitatives, notamment en analysant la presse
papier, notamment le journal Le Monde. On a vu à travers le temps, sur une période assez longue, comment ce glissement s'opérait de manière discursive et dans le traitement médiatique. Donc le message, il ne va pas seulement des scientifiques aux politiques. La circulation, elle est plus complexe, et heureusement, et concerne aujourd'hui toutes les sphères de la société, sciences, médias traditionnels et nouveaux médias, décideurs à différents niveaux, ONG et grand public. Grand public avec aussi le rôle de la jeunesse que l'on connaît. Donc une meilleure compréhension du fonctionnement de la communication dans la vie publique, l'interaction entre le langage et l'action dans le monde fait partie aussi de la solution. Et le langage ne se limite pas en fait à représenter, exprimer des faits et des observations, il va influencer également des attitudes et des comportements. Alors l'enquête, je vais un petit zoom sur, à travers la présentation sur l'enquête Eurobaromètre de juillet 2021, qui donne une image assez intéressante, je trouve, de la forte importance accordée au changement climatique et aux impacts sur la santé en termes de perception. Pour la première fois, en fait, le changement climatique se classe au premier rang des problèmes les plus graves auxquels le monde dans son ensemble est confronté. Et il a été demandé aux répondants sur une liste de 11 propositions quels éléments ils considéraient donc, comme le problème le plus grave auquel le monde était confronté. Donc près d'un Européen sur 5, 18%, estiment que le changement climatique est le problème le plus grave auquel le monde est confronté, juste devant la pauvreté, la faim et le manque d'eau potable et la propagation des maladies infectieuses. Donc, en tenant compte de la détérioration de l'environnement, 7%, ainsi que des problèmes de santé liés à la pollution, 4%, 29, on va dire que 29% des Européens considèrent le changement climatique comme le plus grand problème mondial. Alors le film récent, donc, Don't Look Up, dont vous avez, j'imagine, entendu parler ou vu, présente le symptôme de l'apraxie climatique sous la forme d'une allégorie cinématographique. Pour résumer très rapidement, l'intrigue est assez simple. En fait, deux scientifiques plutôt de second plan découvrent qu'une comète de 10 km de diamètre se dirige vers la Terre. L'impact est prévu dans 6 mois et 14 jours et pour anéantir donc il pourrait anéantir l'espèce humaine. Il va anéantir. Et donc la NASA confirme les calculs, les pouvoirs publics et médiatiques de leur côté choisissent donc d'ignorer le problème. Ce film, il fait aussi écho à un autre événement, je dirais, éditorial et audiovisuel, une vérité qui dérange, qui mettait en lumière, dans un autre ordre d'idées, une réalité scientifique difficile donc, à entendre. Et ces deux productions témoignent du tournant dans la manière d'aborder le problème, de l'incompréhension à notre incapacité d'agir. Alors, on n'est plus dans le scénario du documentaire d'Al Gore. Les preuves scientifiques sont sans équivoque. Voilà, là, je mets à l'écran donc une citation donc, émanant du dernier rapport du GIEC. Et donc, voilà, la science est claire, mais même si la science est claire et si le message est audible et entendu, le changement climatique reste en fait une chaîne causale complexe et longue. On sait, les rapports du GIEC exposent en plusieurs centaines de pages de manière évidemment extrêmement rigoureuse et quantifier les mécanismes du changement climatique et les conséquences attendues. Mais voilà, la distance causale, géographique, temporelle qui existe entre les causes et leurs conséquences rend le phénomène difficile à appréhender.
Alors, la plupart des gens pensent, une large partie de la population pense que le changement climatique et la durabilité sont des problèmes importants, on l'a vu, mais trop peu de citoyens vivant avec un mode de vie à forte émission de gaz à effet de serre adoptent les comportements d'atténuation suffisants pour endiguer cette accélération. Alors pourquoi il existe un certain nombre de barrières évidemment structurelles qui font que c'est évidemment difficile à mettre en œuvre, en tout cas individuellement. Mais il y a surtout des barrières psychologiques qui entravent les choix comportementaux qui faciliteraient l'atténuation, l'adaptation et la durabilité environnementale. Donc, il existe maintenant plusieurs articles qui traitent de la question et je vais revenir plus en détail sur certains aspects juste après. Alors ici, j'ai choisi de retenir une citation de Dominique Bourg, qui est philosophe et spécialiste des questions environnementales à l'Université de Lausanne. Il dit « Nous ne sommes plus capables de percevoir avec nos sens les changements que nous introduisons dans le monde. Les sciences du climat et les sciences de l'environnement sont devenues de véritables prothèses sensorielles et sans elles, nous serions aveugles à nos dégradations. » Donc on peut, ce qui me semble effectivement intéressant, c'est ce hiatus entre connaissances théoriques et savoir empirique. Donc on peut par exemple effectivement vivre et déplorer l'intensité du trafic routier dans une ville, mais aussi être victime d'un épisode d'inondation ou d'une canicule. Mais les deux expériences ne vont pas forcément être reliées l'une à l'autre, ou en tout cas seulement à travers le biais de connaissances théoriques. Et le changement climatique, il est réel, mais notre connaissance en fait de celui-ci reste néanmoins théorique et ses conséquences virtuelles, malheureusement, elles nous projettent dans un avenir que nous pensons lointain. Et donc, voilà, il y a il reste toujours cet écart. Et il s'avère que les individus sous-estiment les risques low probability, high consequences, faible probabilité, fortes conséquences, tels que ceux liés au changement climatique ou, par exemple, au Covid-19 au moment de son émergence, par exemple, jusqu'à ce qu'on subisse les conséquences de la catastrophe ou qu'on découvre que des amis ou des membres de notre famille ont souffert de la menace, qu'elle soit climatique ou le Covid. Et cette sous-estimation, en fait, elle est causée par le biais de disponibilité. Alors, des études empiriques montrent là que les préoccupations individuelles concernant le changement climatique et la volonté d'adopter des mesures d'atténuation sont positivement liées aux expériences des risques liés au changement climatique, tels que les inondations notamment. Pour le Covid-19, on a vu aussi que les individus sont devenus plus inquiets dans leur pays, du risque lorsque des infections ou des décès par Covid-19 se sont produits dans leur pays ou ont affecté des chefs d'État ou des stars, etc. Donc le biais de disponibilité, il est particulièrement problématique dans le cas du changement climatique, qui n'est pas saillant, en fait, je dirais, pour tout le monde, à moins qu'on en ait ressenti les effets tels que des inondations plus fréquentes ou des canicules très extrêmes et aussi plus fréquentes. Donc, aborder le changement climatique en tant que problème de santé publique représente ici vraiment un défi de communication
puisque voilà, la santé, c'est ce qui nous concerne en premier lieu. Il est crucial de fournir, je dirais, de nouveaux récits autour du changement climatique en qualifiant l'urgence environnementale d'urgence sanitaire. Ça aidera à briser en fait les barrières psychologiques. Alors, je vais revenir à cette étude de l'Eurobaromètre qui nous montre ici donc, que la lutte contre le changement climatique et les problèmes environnementaux devraient être une priorité pour améliorer la santé publique. Donc, ici, quelque part, cette enquête, elle confirme cette hypothèse. Alors, je vais ici proposer quelques perspectives, et notamment faire un focus sur la notion de co-bénéfice et présenter aussi les enseignements de la crise du Covid-19. Alors, les co-bénéfices pourrait représenter en fait un levier d'action, enfin représente un puissant levier d'action contre le changement climatique. Alors, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, c'est en fait une action qui va représenter un bénéfice pour le climat et pour la santé de manière réciproque. Par exemple, adopter une alimentation moins carnée ou accroître sa mobilité active, ça va induire une réduction des risques cardiovasculaires et en même temps, une réduction, ça va contribuer en fait à réduire les émissions des gaz à effet de serre. Donc, on a ici, avec cette logique de co-bénéfice, dans un cercle vertueux, en fait, qui permet, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, d'avoir une action conjointe, à la fois sur sa santé et à la fois sur le climat. Les personnes interrogées en France sont plus susceptibles, on voit dans ce résultat-là de l'Eurobaromètre, de limiter leur achat et leur consommation de viande, avec 21% en France contre 31% pour la moyenne en Europe, et d'augmenter leurs achats et leur consommation d'alimentation issue de l'agriculture biologique. Bon. Donc là, c'est aussi intéressant de voir ce positionnement et la capacité, en fait, que la population a, pardon, et qui n'est peut-être pas suffisamment valorisée aussi par les politiques publiques. Pardon, excuse-moi. Je vais vous présenter à présent en fait un article. Ah pardon, j'ai laissé cette slide en anglais. Un article de collègues allemands, en fait, qui justement va plaider en faveur d'une communication plus positive, basée sur les co-bénéfices qui existent entre l'action climatique et la santé publique, à partir d'une étude qu'ils ont conduite en fait dans 4 pays européens, la France, l'Allemagne, la Norvège et la Suède. Et sur la base de cet article, en fait, ils vont soutenir que ce cadrage autour des co-bénéfices de l'action climatique pour la santé peut aider en fait à surmonter les principaux effets cognitifs dans la communication du changement climatique. En fait, invoquer des avantages pour la santé pour promouvoir un comportement des ménages plus respectueux du climat va présenter 3 avantages. Les co-avantages pour la santé reviennent directement à l'individu agissant. Ce sont des biens privés plutôt que des biens publics. Donc la dimension du bénéfice, en fait, elle est
elle est cruciale par rapport en fait aux pertes qui sont plutôt représentées dans l'imaginaire collectif quand on parle du changement climatique et des mesures que l'on devrait prendre. Ensuite, la base en fait des preuves scientifiques et l'ampleur des co-bénéfices pour la santé sont bien établies aujourd'hui. Et enfin, ce qui ressort de l'article, c'est que l'idée d'un mode de vie sain est bien ancrée dans le discours public, bien plus que celle d'un mode de vie respectueux du climat. Et donc, voilà, cette étude, elle fait partie des premières en fait, à fournir des informations sur les co-bénéfices de santé individuelle et pour montrer qu'ils peuvent motiver les ménages dans les pays à revenus élevés et à adopter des mesures d'atténuation. Donc, c'est vraiment une étude qualitative qui a permis de mesurer ça. Alors maintenant, voilà, je voudrais qu'on regarde ce que notre réponse en fait, à la pandémie nous apprend de notre capacité à répondre au changement climatique à travers 3, je dirais, leçons pour l'action et la communication. C'est une manière quelque part de résumer un peu notre intervention, puisqu'au printemps 2020, le monde a dû faire face à cette pandémie et a mis en place des mesures très radicales. Au printemps, on a donc connu un premier confinement très strict pour contenir la propagation du virus. Et à ce moment-là, on a entendu en tout cas, certains ont suggéré que des mesures similaires étaient nécessaires pour contenir le changement climatique. Donc, il y a eu quelque part une convergence des récits médiatiques, soutenus aussi par beaucoup de militants sur le changement climatique, qui n'ont pas tardé à suggérer que les mesures mises en place pour lutter contre la propagation de la pandémie devaient être reproduites pour ralentir le changement climatique. Le changement climatique et la pandémie du Covid ne sont pas des crises similaires, même s'ils présentent des similitudes assez frappantes. Et ça a des conséquences importantes sur les mesures de réponse à déployer, mais aussi sur la manière dont on communique sur le changement climatique. Et donc, effectivement, il est important de réduire l'effet de distance psychologique par rapport au changement climatique et de rétablir le ici et le maintenant. Voilà, si nous avons eu tellement peur en fait, du Covid-19, c'est probablement parce qu'on avait peur de tomber malade, et notamment au début, quand il y avait beaucoup d'incertitudes sur la maladie. Et un élément central de la réponse réside dans la proximité et l'immédiateté de la menace. Nous avons peur, en fait, de contracter personnellement le virus, alors que le changement climatique semble encore perçu comme une préoccupation pour les autres, pour les générations suivantes, ou pour des pays éloignés de nous. Et ici, en fait, il est pourtant important en fait, de se demander pourquoi nous maintenons cette distance psychologique avec le changement climatique et la responsabilité que nous assumons aussi en tant que chercheurs. Puisque les modèles climatiques, en fait, ils sont plutôt calibrés sur le long terme, avec des objectifs politiques visant 2050 ou 2100, plutôt que de mettre en avant un objectif à court terme. L'accord de Paris insiste sur les objectifs à long terme, une température maximale d'ici 2100, une date qui dépasse de loin l'échéance, la vie d'une grande partie de ceux qui lisent le texte actuel. Et au contraire, pour le Covid, on nous présentait des courbes quotidiennes de propagation du Covid
combien étaient morts, combien étaient en réanimation dans les hôpitaux. On avait des chiffres quotidiens sur le Covid. Voilà. On n'a pas de courbes, et pour le changement climatique, on a des courbes qui s'étirent jusqu'à la fin du siècle pour le changement climatique. Donc on aurait besoin aussi en termes de communication d'avoir d'autres types de représentations et de figurations. La recherche, elle a constamment montré que les arguments concernant les impacts du changement climatique sur la santé publique étaient parmi les plus convaincants et les plus susceptibles d'induire des changements de comportement. Donc évidemment, la crise du Covid en apporte la preuve empirique, puisque les gens étaient prêts à changer radicalement de comportement et à rester chez eux pour protéger leur santé. Et ils le faisaient parce qu'ils estimaient que cela pourrait avoir des effets bénéfiques immédiats sur leur santé. Ça pourrait les empêcher d'être infectés par le virus. Alors, voilà, un des principaux enseignements aussi de la crise est que les gouvernements peuvent mettre en place des mesures urgentes, radicales et coûteuses face à un danger imminent. Donc, il serait tentant, évidemment, de supposer que des mesures similaires pourraient être reproduites contre le changement climatique, car elles fournissent en fait exactement les réductions d'émissions qui seraient nécessaires dans le cadre de l'accord de Paris. Mais si les mesures de confinement ont été largement acceptées, c'est aussi parce qu'elles étaient temporaires. Et on doit être évidemment prudent avant de traiter le changement climatique comme une crise, puisqu'une crise est temporaire et suggère un retour à la normale au bout du compte. Le réchauffement climatique est une transformation irréversible du climat et du climat de la Terre. Il n'y aura pas de retour à la normale. La température ne baissera pas, le niveau de la mer ne baissera pas, du moins pas avant très longtemps, et il n'y aura pas de vaccin contre le changement climatique. Voilà, donc c'était ici une manière, quelque part, de montrer de manière un peu synthétique les enjeux de communication pour lutter contre en tout cas pour favoriser une meilleure adhésion et une meilleure action dans la lutte contre le changement climatique. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà, si ces questions de communication autour du changement climatique vous intéressent, il y a un ouvrage assez récent qui a été édité sur ces questions, avec un chapitre plus spécifique sur santé et climat que j'ai dirigé. Je profite aussi de cette occasion pour vous signaler, donc au sein du Centre des politiques de la Terre, nous avons édité récemment un papier de positionnement en fait, sur les questions d'habitabilité. Et la santé planétaire fait partie d'un des défis que nous présentons. Et nous menons une série d'activités de recherche et de valorisation scientifique auxquelles d'autres chercheurs et d'autres étudiants peuvent très volontiers participer. Et donc, voilà, ce serait avec grand plaisir. Donc, je vous remercie beaucoup et je me tiens à votre disposition. Merci beaucoup Annelise pour cette présentation qui à la fois a très bien présenté cette discipline de la santé planétaire et tous ces enjeux de communication autour de la crise climatique avec ce parallèle à la fin très éclairant entre les réactions de nos sociétés à la crise Covid versus la crise climatique. On a un peu de temps pour des questions et des réponses. Je vous invite à les
tapez dans le chat et je vais les relier. Ça me permettra de voir si plusieurs questions on va dire, peuvent s'agréger entre elles ou se font écho. Du coup, j'en profite également pour lancer les hostilités, hein, et te poser cette première question. Donc, tu nous as présenté plusieurs mécanismes psychologiques qui agissent à l'échelle individuelle pour, on va dire, retarder ou contrecarrer l'action climatique. Donc, des biais cognitifs, des préférences pour le présent, une un phénomène de distance psychologique, et donc tout ça qui a un impact négatif, hein, sur les changements d'action individuels. La réponse au changement climatique, elle viendra également ce sera également une réponse collective qui doit être là aussi impulsée par des institutions que sont les autorités locales, les autorités nationales, les institutions privées. Et je voulais savoir si ces mécanismes, hein, dont tu as parlé, ils agissent aussi de la même façon quand on passe à l'échelle d'une institution, quand on passe à l'échelle collective. Est-ce qu'on peut parler de biais cognitifs collectifs ou de distance psychologique, ou est-ce qu'il y a quelque chose à prendre en compte en plus ou en moins quand on passe à l'échelle collective? Oui, c'est très intéressant. Effectivement, je pense que bon, au niveau institutionnel et je dirais plus organisationnel, en fait, ici on se heurte aussi à des contraintes structurelles et je pense que certes, les biais cognitifs continuent de, de jouer un rôle important, mais c'est surtout voilà, les contraintes structurelles et le fait de ne pas vouloir mettre en place des actions voilà, qui ne voilà, qui n'ont pas emporté l'adhésion aussi de l'électorat, voilà, voilà, ça s'ajuste pas. Là, on est dans des temporalités qui s'ajustent pas forcément ensemble. Oui, merci pour cette réponse. Alors, je vois quelques réponses qui se font écho, notamment sur les questions de communication autour du changement climatique, avec des questions où Emmanuel demande s'il vaut mieux parler des données du changement climatique ou aller un peu plus dans la communication sur les morts, les décès liés au changement climatique, où Antoine y fait écho en disant que pourquoi on ne pourrait pas parler voilà, des lits d'hôpitaux occupés ou des décès occupés directement liés au changement climatique. Mais déjà, est-ce qu'on peut le faire, ça, d'un point de vue scientifique? Est-ce qu'on arrive à relier des occupations de lits ou des décès directement au réchauffement climatique? Effectivement, la difficulté, c'est que le réchauffement climatique, il va renforcer en fait des pathologies et renforcer la mortalité, mais il participe en fait de manière multifactorielle. Donc, c'est évidemment plus difficile, mais je pense que il y a quand même ici un levier de communication à utiliser, même si en fait c'est si c'est en renforçant, je dirais, un trait, en grossissant le trait, je pense que ça pourrait effectivement avoir des vertus en fait en termes voilà, de représentation et de figuration des impacts. D'accord. Ne pas forcément hésiter, voilà, à aller au-delà du caractère probabiliste, en gros, du réchauffement climatique En pour. tout cas d'établir davantage ce lien, Ouais, effectivement. Ouais. bien. On a des questions sur les mesures à mener, hein. Est-ce qu'on aurait des mesures à mener au niveau gouvernemental pour, on va dire, réorienter, contrôler des comportements individuels dans le change du réchauffement climatique? On a une question plutôt sur l'échelle à laquelle doivent se jouer ces actions. Est-ce que c'est l'échelle nationale ou l'échelle du territoire? Euh, Par où on commence peut-être alors si demain on est aux manettes pour faire face à ces questions de changement climatique? À quelle échelle on agit et comment on agit? Je Vaste pense que question. là, il faut se situer à toutes les échelles. En fait, on n'a plus l'altitude en fait pour justement attendre voilà, que les territoires se mettent en ordre de bataille après l'État ou avant l'État. Enfin voilà, je pense que là, il faut qu'il y ait vraiment une synchronie en fait dans les actions.
l'articulation et des différentes échelles, effectivement. Alors, on a une question de Sandrine qui nous dit: «Dans le champ de l'orientation des jeunes ou de la reconversion, il y a une vraie difficulté à faire comprendre en quoi orientation et santé planétaire sont à relier». Qu'en pensez-vous? Enfin, et cela apparaît crucial, qu'en pensez-vous? Comment finalement on arrive à relier, des orientations, individuelles, des orientations professionnelles avec ces questions de santé planétaire? Mmh. Comment Ouais, c'est peut-être très vrai, c'est effectivement un enjeu très important à laquelle l'université en fait est confrontée et doit faire face voilà, avec, je dirais, beaucoup plus d'intérêt. Et on voit justement arriver des générations à l'université qui sont très demandeuses en fait de formation et voilà, qui intègrent la dimension développement durable, voilà, pour augmenter en fait cette compétence et cette expertise pour voilà, être en capacité d'occuper des postes dont on a besoin. Mais je dirais qu'il y a un décalage. L'université est encore trop en retard pour proposer ce type de formation. Là, à l'université Paris-Cité, on met en place une formation transversale, mais c'est, je dirais, encore une UE libre, une unité d'enseignement libre. Et donc, Comme au CNAM. voilà. Aujourd'hui, voilà, les étudiants, en fait, je pense, doivent être encore plus exigeants. Et l'université a la responsabilité de devoir répondre. Il y a eu un rapport, José Labadie, qui a mis voilà, qui a désigné en fait l'importance de cela. Voilà. Avec un objectif très vaste, hein. Le rapport José Labadie, donc sur l'enseignement des enjeux climat à l'université, hein, se donne pour objectif, à voir comment il sera repris par les autorités publiques, hein, mais se donne pour objectif de former 100% des étudiants au niveau bac+2 aux enjeux de la transition d'ici 5 ans. Donc là, on a un objectif très très fort dans toutes les filières, dans tous les domaines, effectivement. Et donc ça, c'est peut-être effectivement une voie de réponse, hein, pour ces questions d'orientation. Emmanuel qui nous a envoyé un lien Libération avec là un titre Oui. très fort, Pas changement climatique. à cliquer dessus. Ah oui, alors. Ouais. Le titre, c'est Changement climatique, 100 000 décès par an à cause des canicules. Et du coup, ça suscite une question de ma part, là aussi, qui résonne un peu avec le film Don't Look Up et éventuellement les campagnes électorales qu'on a vécues ces derniers mois, hein, qui est le rôle des médias. Donc, on parle beaucoup de communication, mais comment les médias, ou dans leur structuration actuelle, s'emparent ou ne s'emparent pas de ces enjeux de communication autour du changement climatique? Comment on pourrait, voilà, comment cette bascule pourrait être faite du côté des médias? Comment on peut la favoriser du côté des médias? Donc, les remarques que tu as faites peuvent s'appliquer à nous en tant que chercheurs ou enseignants dans notre communication scientifique, mais comment on fait également pour que ces considérations soient prises en compte voilà, Ouais. dans les médias plus larges? Ouais. Alors, effectivement, je pense que là aussi, il y a un enjeu de formation très important. En fait, les journalistes ont besoin aussi d'être davantage formés aussi à ces enjeux-là et à la manière aussi de les traduire. Mais il y a eu vraiment une évolution très nette et je dirais qu'elle se situe au moment de la COP21 où on a notamment mis davantage en avant le lien entre santé et climat et les journalistes, enfin les médias ont traduit quelque part cette articulation-là et ont davantage investi la question, en fait. Même si, bah, on l'a vu, hein, ça a été chiffré pendant la campagne présidentielle, hein, seulement 3% du temps médiatique consacré aux questions de climat, c'était en tout cas en France, dans le paysage français, assez criant, hein.
Et donc là, juste, voilà, il y a des questions aussi de logique médiatique, de pouvoir économique, je pense aussi, hein, derrière voilà, la structuration des médias en France, éventuellement. Alors, on a encore plusieurs questions. Je voudrais juste déjà rassurer les doctorants qui vont suivre le module 1. Ne vous inquiétez pas, le module ne commencera pas tant qu'on n'aura pas fini un peu cette séance de questions-réponses. C'est pour ça qu'on peut se permettre de dépasser un petit peu. Et donc, enfin, je vous ferai signe très clairement quand on passera de l'autre côté pour la suite du module. Et notamment, dans la suite du module, on discutera un petit peu de certaines des questions que j'ai vues passer. Donc, la question de l'impact des Européens si la Chine et les USA, par exemple, ne changent pas leurs émissions. Ça, c'est quelque chose qu'on va traiter tout à l'heure. Donc, on n'est pas obligé de prendre la question tout de suite. Également, la question des gestes individuels, les petits gestes versus les changements plus structurels ou au niveau des entreprises. Je voulais mettre dans le chat le lien vers ce rapport, je vous ai là-bas dit, mais je regarde également les questions. N'hésite pas, Agnès, s'il y a des questions auxquelles tu les vois aussi, hein, si tu veux en prendre parmi celles d'Alice ou de Rima. Ouais. Mais genre, mon Merci, ordinateur bug ouais. un peu, en fait, donc D'accord. j'arrive pas bien à faire dérouler les questions. Donc on a bien cette question. Il y a deux fois la question qui revient entre la question de l'impact des individus versus l'impact de changements plus structurels d'organisation. Je vais mettre, il y a un rapport pour répondre, sans répondre à la question, hein, sur le chiffrage, on va dire, des marges de manœuvre entre petits gestes individuels et changements plus structurels. Il y a eu un très bon travail il y a quelques années par un cabinet de conseil qui s'appelait Carbone 4, qui chiffrait le poids que pouvaient avoir des changements individuels dans la poursuite des objectifs de Paris et qui montrait très clairement que même en faisant tout ce qu'on pouvait à l'échelle individuelle et en bénéficiant même d'un portefeuille qui nous permet d'investir notamment dans de la rénovation thermique ou autre, à l'échelle individuelle, on ne peut baisser que de l'ordre de 20% de ces émissions carbone. Donc effectivement, il faut des changements plus structurels. Anne-Lise, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Oui, je pense qu'effectivement, il faut des changements plus structurels, mais ça reste néanmoins important parce que ça montre le niveau d'adhésion des populations et c'est sur la base aussi de cette adhésion-là que les décideurs politiques aussi se sentiront dans la nécessité aussi d'investir ces questions. Donc c'est très important. Des gestes individuels qui ne sont pas du tout suffisants, on va dire, pour les objectifs, mais qui sont néanmoins indispensables, hein, pour jouer cet effet d'entraînement, hein, et aller vers des décisions structurelles. Écoutez, il est 11h05, 11h06. Je vous propose qu'on en reste éventuellement là pour les discussions. Et merci à toutes et à tous. Donc, un grand merci à toi, Annelise, hein, pour avoir répondu à l'invitation et pour nous avoir fait cette présentation qui, d'ailleurs, a très bien introduit plusieurs des choses dont on va discuter dans le reste de la journée. Je remercie tous les participants également pour votre présence, hein. On était, je crois, une quarantaine à peu près à avoir été connectés aujourd'hui. A priori, la vidéo sera mise en ligne sur le site du laboratoire Mesure ou la chaîne YouTube de notre laboratoire. N'hésitez pas à me contacter. Je vous signalerai un peu le lien si vous voulez le partager. Un grand merci, Anne-Lise, Merci encore une beaucoup. fois. Et donc, pour tous les doctorants qui vont suivre la suite du module, il est 11h07, on va faire une petite pause. Je vous propose qu'on se retrouve à 11h15 sur l'autre lien de la réunion que je vais remettre dans la discussion. Si par ailleurs il y a des curieux qui veulent continuer la formation, hein, sur la santé planétaire, vous êtes les bienvenus, le lien est ouvert, donc vous êtes les bienvenus. Je recopie le lien ici. Et je vais pouvoir fermer cette réunion. Je vais commencer à